Bonjour à tous, ici Pierre-Alain Gourion de l'Accroche Scénariste. L'Accroche Scénariste, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est une association qui réunit des scénaristes. Des scénaristes, qu'est-ce que c'est? Ce sont des gens qui écrivent pour le cinéma. Et notre idée, eh bien, c'est d'accrocher votre intérêt sur comment on fait un film, comment on l'écrit, comment on le réalise, comment on le tourne, comment on choisit les acteurs. Et pour cette première édition, eh bien, nous avons le plaisir d'accueillir Jean-Christophe Sand. Bonjour. Bonjour Pierre-Alain. Merci Jean-Christophe d'avoir accepté notre invitation pour cette première. Oui, merci de m'avoir invité. Je suis ravi de participer à cette première avec vous. Ça venait un peu naturellement parce que vous-même, et vous le reconnaissez dans les interviews que vous avez données à la suite du tournage de votre premier long métrage, on va en reparler, vous aviez utilisé les services de cette association, l'Accroche Scénariste, pour relire en quelque sorte votre scénario. Oui, tout à fait. Moi, je fais partie des anciens de l'Accroche Scénariste. J'ai connu les débuts. Bon, j'ai rejoint, je crois, l'association en 2015, précisément au moment où j'avais écrit un premier jet d'un scénario et je cherchais à le confronter, à l'ouvrir à la relecture de professionnels ou semi-professionnels. Et à Lyon, on a la chance d'avoir cette belle association. Et donc c'est comme ça que je suis rentré dans la sauce et que j'ai profité de tout un tas de services et d'activités, on va dire, de l'Accroche Scénariste. Ouais. Est-ce que c'est important pour quelqu'un qui écrit le scénario d'un film d'être relu par d'autres? Ça me paraît indispensable. Est-ce que votre génie ne suffit pas? Non, il faut rester modeste. Il faut rester modeste et les gens qui écrivent sur la méthode du scénario, je pense, sont unanimes là-dessus. Il faut ouvrir son travail à l'extérieur. C'est à un moment donné indispensable parce qu'on risque de s'enfermer dans ses idées, avec ses convictions. On est certain que notre truc est génial. Et ça peut être la douche froide, quoi. Quand il y a 1, 2, 3 relecteurs qui vous disent ça, c'est pas possible, voilà, il faut savoir l'accepter, il faut savoir remettre son travail en question et puis repartir, se remettre au boulot. Alors ce scénario, c'est le scénario d'un long métrage dont je m'empresse de dire que c'est une performance parce que vous l'avez produit, autoproduit, oui. Sans financement. Vous nous parlerez de l'argent tout à l'heure, mais je crois qu'il n'y en a pas beaucoup, il n'y en avait pas beaucoup. C'est ça. Vous l'avez écrit au préalable et vous l'avez réalisé aussi. Et vous avez réussi à sortir en salle. Donc je l'ai distribué. J'ai été et vous l'avez donc aussi propre distributeur. Ouais. Donc ça, c'est assez rare. En général, il vaut mieux avoir quelqu'un qui s'occupe de la production plutôt que de produire soi-même, parce que faire tous les rôles, c'est compliqué, non? C'est compliqué, mais je me suis laissé entraîner dans ce projet. J'avoue très humblement que quand je me suis lancé, j'imaginais pas une seule seconde arriver jusqu'en salle. Mais il y a eu des étapes et puis les étoiles se sont alignées petit à petit. Et il y a eu un moment, il y a eu un déclencheur, c'est, je pense, à la fin de la première semaine de tournage. Alors, on avait une première semaine où on a tourné 5 jours en continu et on s'est posé pour regarder les rushs. Quand j'ai vu la qualité des images qu'on avait réussi à sortir avec la petite équipe qui m'accompagnait, je me suis dit, ah tiens là, ça a l'air sérieux, on a une qualité d'image cinéma. Et à partir de ce moment-là, je me suis dit, il faut rien lâcher, il faut aller au bout et essayons de faire le truc de manière la plus professionnelle possible. Et ça a bien marché, le film est arrivé jusqu'en salle. Alors, on va parler de ce film, il s'appelle « C'était maintenant ». On va dire peut-être, on va vous demander de nous le pitcher en quelque sorte, l'histoire du film. C'est l'histoire de Vincent qui vit un drame qui va bouleverser sa vie. Il va perdre physiquement l'amour. Et c'est l'histoire de Laurence qui, elle, va perdre le sentiment amoureux. Et donc le film met en miroir comme ça ces deux vies qui essayent de répondre à la question suivante, qu'est-ce qui se passe dans la vie des gens quand l'amour disparaît? Et donc d'un côté, c'est une perte subie avec la disparition du conjoint, et de l'autre côté, c'est une perte choisie puisque Laurence quitte son mari. Et donc on va suivre l'histoire de ces deux personnages à partir du moment où l'amour disparaît dans leur vie. Qu'est-ce qui se passe dans leur tête? Vincent perd sa femme parce qu'elle meurt. C'est ça. Une nuit. Oui.
Mais est-ce qu'il perd l'amour? Eh ben, il le perd physiquement. C'est une manière de perdre quelque chose. On ne peut pas juger si le sentiment amoureux est perdu, mais en tout cas, la personne n'est plus en face, quoi. Donc il y a perte. Comment vous vient cette idée? Est-ce qu'elle a un lien quelque part avec votre vie personnelle, avec des angoisses que vous avez pu avoir de perdre une femme, une amie, peu importe, sans vous demander trop de précision, mais le rapport à votre vie personnelle, c'est ça qui m'intéresse ici. Effectivement, il y a plusieurs années en arrière, je faisais un rêve récurrent. Je rêvais plutôt un cauchemar récurrent, que mon épouse mourait subitement. Et dans mon rêve, je me voyais évoluer les jours qui suivaient, l'enterrement, la paperasse, etc. Et à un moment donné, dans ce rêve, il s'arrêtait brutalement et il repartait au début. Le décès, l'enterrement, et hop, rupture, et comme ça, 3, 4 fois. Comme une boucle d'une séquence qui reviendrait éternellement. Et donc, je pense que ça m'a tellement travaillé qu'à un moment donné, je me suis dit, qu'est-ce qui peut se passer dans la vie de cette personne quand l'amour disparaît? Et je me suis lancé dans ce qui est une fiction, hein. J'ai imaginé la vie de cet homme qui perd brutalement son conjoint. Donc il y a vraiment un point de départ très personnel. Après, tout ce qui est après ne m'est pas arrivé, donc c'est inventé, c'est de la fiction. Et pour donner un peu du corps à ce scénario, j'ai eu l'idée à un moment donné de mettre en miroir ou en opposition la vie de quelqu'un, Laurence dans le film, qui elle perd le sentiment amoureux. Et donc on suit un petit peu ce qui se passe dans la tête de ces deux personnages tout au long du film. Elle perd l'amour pour son conjoint, son mari, peu importe, oui. Et elle le quitte. Et elle le quitte, c'est ça. Donc on est aussi là dans une perte, et comment elle fait? C'est ça. Je ne vais pas y répondre, il faudra regarder le film. Non, bien sûr, oui, on regardera. Revenons à votre parcours. Comment ça se passe, l'écriture? C'est quoi que vous écrivez au début? Une nouvelle? Des notes? Vous démarrez sur un scénario tout de suite? Comment vous faites? À l'époque, je n'étais pas encore hyper aguerri dans les techniques d'écriture. Et pour ce long métrage, la particularité, c'est que j'ai écrit directement la continuité dialoguée, sans passer par des phases de synopsis plus ou moins courts ou longs, de traitement. Voilà. J'avais beaucoup d'idées qui me venaient directement des séquences parlées, etc. Et donc j'ai écrit une continuité. Des séquences, 1, 2, 3, 4, et puis le dialogue à l'intérieur des séquences. C'est ça. Le point de départ du film, les questionnements de Vincent sur qu'est-ce que je vais faire maintenant, quelle va être ma vie maintenant que mon épouse est partie. C'est la toute première séquence que j'ai écrite dans ce scénario. Et elle est peut-être au premier tiers du film. Et donc c'est comme la première pièce d'un puzzle. Et j'ai assemblé tout le reste autour de cette séquence pivot, quoi. Pour se faire relire, j'en reviens au début, oui, sur l'accroche scénariste, oui, et les activités de relecture. Oui. On ne donne pas comme ça un scénario, une continuité de 100 pages à un relecteur. C'est beaucoup trop chronophage en temps. Donc j'ai fait l'exercice inverse. J'ai écrit un synopsis en 10 pages à partir de cette continuité. Et c'est ça que j'ai donné à relire au relecteur de l'accroche. Un synopsis, alors sans les dialogues? Sans les dialogues, ouais. C'est romancé, quoi. Hein, oui. Voilà. En parlant au présent, Vincent fait ceci, Laurence fait cela, etc. Exactement. Et donc j'ai soumis une première fois au relecteur de l'accroche scénariste. J'ai eu 4 relecteurs qui m'ont fait des commentaires. Et c'est bien parce que tout le monde répond dans le même cadre. Et donc sur une question, quand tout le monde est unanime sur ça c'est bien ou ça c'est pas bien, là ça prend vraiment du sens et ça permet au scénariste de se remettre en question. L'échange avec l'accroche scénariste vous a permis de corriger peut-être des choses qui n'étaient pas bonnes, dans la mesure où tout le monde disait bah, ça c'est pas bon, écoute on s'excuse mais ça c'est pas bon. Un exemple? Très basique, la fin. Quoi? La fin du film ne marchait pas du tout, quoi. D'accord. Et c'est vrai que c'est un exercice très très difficile, quoi. Arriver à conclure, faire passer vraiment un message, et le spectateur va sortir avec cette dernière séquence, quoi. Comment ça finissait au début? Assez tragiquement par un suicide, quoi. D'accord. Donc
c'est pas très satisfaisant pour le spectateur, il faut le reconnaître, Ouais. mais j'avais rien trouvé de mieux à l'époque. Oui, oui. Et je suis reparti avec une autre idée qui donne une note d'espoir, quelque chose d'un peu plus positif à la fin. C'est pas un happy end, mais presque. C'est pas un happy end, mais Ouais. c'est une fin assez ouverte, on va dire. Pour moi, qui est en cohérence avec le propos général du film, c'est amener le spectateur à s'interroger sur sa propre expérience, le faire un petit peu cogiter. Et d'ailleurs, j'avais été très étonné de voir que pour moi, ce film, qui était un film pour quarantenaires, C'est un film pour quarantenaires, pardonnez-moi. C'est une, j'allais dire, c'est presque. Moi, j'ai pensé à comment c'était ces écrivains du 19e siècle, vous savez, qui écrivaient. C'est une éducation sentimentale pour quarantenaire qui a peur de perdre sa femme ou son ouais, mari. mais alors, j'ai été étonné Oui. en débat d'après-film, en sortie de séance, de voir des gens de 25 ans et de 85 ans me dire « ça résonne en moi ». Oui. Parce que quelqu'un qui a 85 ans, qui a peut-être perdu son conjoint 10 ou 15 ans en arrière, les sentiments ressentis par Vincent, à un moment donné, ça l'a travaillé aussi, même si il était beaucoup plus âgé. Et ça, je ne m'y attendais pas du tout, et ça fait partie des belles choses quand on ouvre son œuvre au public, on reçoit les critiques positives et négatives, donc c'était des moments sympas. Comment on apprécie les critiques négatives, voire les critiques violentes? Alors, personnellement, ça a coulé sur moi de manière assez fluide. Quand je me suis lancé dans le projet, je ne m'attendais pas à arriver jusqu'en salle, etc. Donc finalement, voir que des journalistes avaient écrit sur mon travail, ça me faisait déjà plaisir. Et moi, j'ai eu toute la palette. Même si c'est violent, même si c'est injuste, alors que vous avez travaillé pendant 2 ans là-dessus? J'ai eu toute la palette, moi, des critiques, de la très très négative, la moyenne, et puis la critique dithyrambique. Et donc, ça aide aussi à relativiser, et c'est bien. Il faut beaucoup de placidité et de contrôle Oui, de soi-même. on se dit, la personne n'est pas rentrée dedans, ça n'a pas fait écho Oui. à des choses qu'elle a vécues, elle est passée à côté. C'est dommage, mais comme il y en avait d'autres qui avaient vraiment apprécié, après moi j'ai participé à quand même pas mal de débats d'après-film, et donc j'ai recueilli les appréciations du public un peu en live, et globalement c'était plutôt positif. Donc, Restons encore sur l'écriture Oui. un instant avant de passer à la pré-production, à la post-production et ensuite à vos projets. L'écriture, parce que vous avez un autre métier oui, à côté. tout à fait, Je crois que vous êtes ingénieur c'est ça, et vous avez un job à temps plein. exact, Peut-être des enfants, aussi, sans doute une femme, oui. la même. Je ne vous pose pas la question. Mais vous écrivez quand? Et vous écrivez combien d'heures par semaine? Alors, c'était maintenant, j'ai beaucoup écrit dans le métro, parce qu'à cette époque, je faisais mes trajets domicile-travail dans le métro, et j'avais toujours mon carnet de notes avec moi. Quand j'ai pris des notes, ou quand des idées me sont venues, je me réveille la nuit. Quand j'ai une idée la nuit, je me force absolument à allumer la lumière et à noter, parce que sinon, le lendemain matin, c'est fichu. Vous restez dans le lit ou vous vous levez? Non, je reste dans le lit et j'ai mon carnet sur la table de nuit. Elle ne roscaille pas? Bon, ça va. Et donc après, sans avoir de plage fixée, j'écris le soir et le week-end. Ça reste un loisir. Je ne cherche pas particulièrement à gagner ma vie avec ça. Je le fais par passion. Pour moi, le cinéma est une passion. Donc si je commence à me dire il faut que je produise 10 pages cette semaine, sinon ça ne va pas, non, ce n'est pas mon mode de fonctionnement, quoi. Moi, je suis de A à Z. Je suis à l'écriture, à la réalisation, et puis j'ai même accompagné le film après. Oui. Chaque étape n'a pas la même intensité et ne demande pas le même investissement. Finalement, l'écriture, c'est le plus reposant pour moi. Ah oui. J'y vais à un rythme sans me mettre de contraintes, mais ça reste une phase calme. La pré-production, par exemple, oui. c'est intense, ça, c'est fort? La pré-production, il y a pas mal de volets, puis auquel tout le monde pense tout de suite, c'est le casting. Ben oui. Voilà. La recherche des décors aussi, rassembler tout ce qui va être les accessoires Oui. qu'on a besoin dans les scènes.
Donc on fait un dépouillement de scénario pour ce genre Oui. de choses. Voilà. Oui. Et puis, un truc, je pense que la plupart des gens ignorent, mais qui est, je pense, le plus chronophage, c'est le découpage technique. Oui. Mm. Plan par plan, vous voulez Plan dire. par plan, c'est-à-dire. Et en plus, moi, je fais un travail laborieux, c'est-à-dire que j'ai besoin de storyboard. Mm. Je storyboard tout mon film, et donc j'ai souvenir de plus de 600 dessins pour C'était maintenant, parce qu'un storyboard n'est pas un découpage technique. Un découpage technique, c'est plan numéro 1, on va faire un Caméra comme ci, plan caméra comme rapproché ça. épaule Ouais. de Pierre Alain aux 3/4, Ouais. et puis on va faire un panoramique, un travelling, ce que vous voulez. Donc c'est du langage technique qui sert après aux techniciens qui sont sur le plateau, parce qu'il y a le casting des acteurs, mais il y a le casting des techniciens. Bah oui. Et j'ai eu mon chef opérateur, et on a passé avec la directrice de la photographie énormément de temps, tous les trois, sur une table, en train de faire le découpage. C'est un travail énorme sur un long métrage, quoi, de faire ça. Mais c'est aussi ce qui garantit la réussite du pour tournage. Pour chaque plan, à partir de votre storyboard, la directrice de la photo disait, là on va éclairer comme ci, comme ça, etc. Ça, ils le font après. Le travail à trois, c'était... Moi, j'arrivais avec mes idées de mon storyboard, et puis eux, ils le traduisaient dans leur langage technique. Et puis, ils faisaient des propositions. Il y a des séquences que j'avais imaginées d'une certaine manière, et puis ils me disent, tiens, là, j'ai vu tel film, on pourrait le tourner en plan séquence. D'accord. Donc, il y a eu une espèce de collaboration technico-artistique avec ces deux personnes-là. Les mouvements de caméra, les focales. Exactement. Parce que alors après, moi, je ne suis pas du tout technicien. Je ne sais pas manier une caméra, régler, etc. Donc je me suis reposé sur eux à 100%. Pour tous les réglages de caméra, les mouvements, les éclairages, j'ai délégué. C'est pas mon... Souvent, on dit que les équipes d'ailleurs sont constantes, c'est-à-dire qu'un réalisateur travaille régulièrement avec tel directeur de la photo ou tel caméraman parce que ça passe bien entre eux, quoi. Ils se comprennent. Alors moi, ça va être difficile parce que mon super chef-op, là, qui était étudiant à l'époque, sa carrière a monté en flèche, et là, il tourne avec Julia Ducournau, Léo Scarax, il est un peu sur tous les... Vous voulez dire il n'aura pas de temps pour vous? Il n'aura pas de temps pour moi. Ou alors il faudra le payer. Mais, voilà, c'est ça va être plus difficile. Oui, parce que vous avez été aidé par une école de cinéma, je crois. Oui, tout à fait. Je connaissais un étudiant qui était à l'Arfis, qui s'appelle maintenant ESEC, à Villeurbanne, à qui j'ai demandé s'il ne pouvait pas poster une annonce par rapport aux techniciens dont j'avais besoin. Et puis en fait, il est allé voir directement les meilleurs éléments de sa promo. Et puis il me les a présentés, on a fait connaissance, et puis on est parti comme ça avec eux. Pour eux, c'était une super opportunité, étudiant à l'Arfis, tout de suite un long métrage en projet à mettre sur son CV d'étudiant. Et donc ils se sont donnés à 200%, et surtout ils ont monté un petit dossier auprès de l'école pour que l'école nous prête tout le matériel d'éclairage. D'accord. Et quand on a du matériel professionnel, on fait des belles images. Puis ils avaient l'habitude de travailler dessus, puisqu'ils étaient à l'école et ils travaillaient sur ce matos. Voilà, tout à fait, oui. Et oui, bien sûr. Donc le soutien dont j'ai bénéficié de la part de l'Arfis a été déterminant. Ouais. Donc c'est un bon tuyau aussi à donner à nos amateurs, parce que cette émission, elle est faite pour le grand public, mais elle est faite aussi pour les amateurs scénaristes, les cinéphiles et les gens qui, jeunes ou vieux, qui ont envie de tourner. L'une des idées, c'est de s'acoquiner avec une école de cinéma. Tout à fait. Et puis les étudiants sont en demande de projets. Ils veulent faire un stage, ils veulent faire... Exactement, oui. Ils l'ont mis sur leur CV, et je pense que ça vaut peut-être 3 ou 4 stages, ou peut-être 10 même, qu'ils ont pu faire, parce qu'on a 3 mois et demi. On tournait principalement les week-ends parce qu'ils étaient en cours en semaine. C'est des dizaines et des dizaines d'heures passées ensemble à pratiquer le cinéma. Entre ce que vous aviez imaginé en faisant les storyboards, les images de vos plans futurs, et la réalité, comment c'était? C'était très différent l'un de l'autre. L'incarnation par les acteurs, les actrices, a-t-elle changé les personnages? Non, je pense pas. Je pense que de l'écriture à la fin du montage, je suis resté fidèle
aux intentions de départ et j'ai vraiment réussi à faire le film que je voulais. Et ça, c'est un des avantages de l'autoproduction. Oui. Il y a beaucoup de points de difficulté, mais en fait, l'autoproduction permet une totale liberté. C'est-à-dire qu'il n'y a personne sur votre dos qui va vous dire au scénario, ça, je veux pas de ça, il faut me changer ci. Vous êtes décideur de tout. Sur le tournage, vous êtes décideur de tout. Au montage, vous décidez tout. On fait vraiment le film dont on a rêvé. Un élément de votre passé, ce court-métrage que vous avez écrit, produit, réalisé et diffusé. Alors, la diffusion, parce que c'est un gros travail d'écrire, de tourner, tout ça, c'est combien? C'est 2 ans, 3 ans de votre vie, peut-être plus? C'est plus de 3 ans sur ce projet-là. 3 ans. Et sur le prochain, ça va être encore plus long. Ouais. Voilà. Et puis finalement, ça passe quoi? Dans un cinéma? Alors non, j'ai fait un petit peu mieux. Dans 2? Mieux Dans 3? encore. Dans Plus, 10? plus. J'ai eu une dizaine de salles lyonnaises qui m'ont diffusé. Et puis j'ai été diffusé à Paris dans un cinéma qui s'appelle le Saint-André-des-Arts, Oui. qui a une plage. Rue Saint-André-des-Arts. Rue Saint-André-des-Arts. À Saint-Michel. Quartier latin. Ouais. Qui, dans sa grille de programmation hebdomadaire, a une fenêtre dédiée aux films comme le mien, autoproduits, qui n'ont pas trouvé de diffuseur. Et là, le Saint-André vous diffuse pendant 1 mois. Donc, c'est pas rien, quoi. En effet, oui. Comment vous avez fait pour trouver, sans distributeur, donc, sans professionnel du cinéma qui distribue les films, comment avez-vous fait pour faire pour arriver à obtenir qu'une dizaine de salles de cinéma de Lyon vous programment? En fait, ça a été un peu l'effet boule de neige. J'habitais à Vénissieux à l'époque, et donc je suis allé voir le cinéma Gérard Philippe, qui est le cinéma municipal de Vénissieux, et j'ai fait un peu de forcing pour qu'il m'ouvre une avant-première. Après pas mal de discussions, ça s'est fait. Donc j'ai eu une première projection à Vénissieux. Et puis il y a eu du bouche à oreille. Il y a la directrice du cinéma de Bron qui était dans la salle, qui est venue me voir à la fin. Elle m'a dit Jean-Christophe, bravo, beau travail, ça mérite d'être montré. Je t'ouvre aussi une projection dans ma salle à Bron, aux Alizés, et ainsi de suite. Le cinéma Saint-Denis à la Croix-Rousse, le Mourguet à Sainte-Foy-les-Lyons, etc. Une dizaine de salles lyonnaises, quoi. Voilà, donc voilà une magnifique expérience autoproduite, auto-réalisée. C'est relativement rare, je pense, dans C'est rare, mais je ne suis pas le seul. Sur un long métrage, en tout cas. Sur un long métrage, oui. Oui. Mais je ne suis pas le seul. Je vois de temps en temps d'autres réalisateurs qui se lancent. Après, il faut avoir de l'endurance, quoi. C'est comme un triathlon. Le scénario, c'est la nage, c'est quoi? 4 km. Ensuite, il y a les 42 km de course à pied. D'accord. Ça peut être le tournage. Oui. Et puis la post-production, on n'en a pas trop parlé, Oui. mais il y a encore 181 km de vélo à faire, quoi. Ah oui. La post-production, c'est un gros travail parce que tout était enregistré quand même. Vous n'avez pas fait de post-synchronisation? Non, je n'ai pas fait de post-synchro. Oui. Donc, c'est quasiment 1 an de boulot. La post-production. 1 an de travail? Oui. Il y a le montage de l'image, Oui. quand les gens pensent essentiellement à ça. Il faut arranger tous les plans, les rushs qu'on a pris, et puis en faire un premier jet, qu'on va montrer à des gens extérieurs au projet. On appelle ça l'ours, parce que c'est comme un ours mal léché. C'est le premier jet. Oui. Donc il y a plein de trucs qui ne vont pas, oui. Mais on montre ça à des gens qui vont déjà nous dire s'ils comprennent de quoi il s'agit, s'il n'y a pas de grosses incohérences, quoi. Et après on repart au travail et là on essaye de faire un montage image le plus propre possible, et jusqu'à arriver à une version qu'on fige. Et c'est de là que va commencer le montage son, le mixage son, la composition de musique à l'image, et puis l'étalonnage aussi sur l'image, qui est bien sûr. un poste important. Alors, parlons de la musique un peu, parce que on n'a pas parlé de votre style, mais c'est un style, on vous compare souvent, pour prendre une référence de cinéphile, à Rohmer, Eric Rohmer, donc sur le côté sensibilité, psychologie des personnages,
délicatesse des intentions. En tous les cas, il y a quelque chose de, pas d'intellectuel, mais oui, de sensible, en tous les cas, dans cette manière de raconter. Donc, a priori, on pense que la musique est essentielle là-dedans. Tout à fait, oui. Pour faire démarrer mes émotions. J'avais une compositrice en tête avec qui je voulais travailler, qui s'appelle Daisy Herbeau, que j'ai d'ailleurs rencontrée à l'Accroche Scénariste. Je connaissais son travail et, exactement comme vous dites, sa sensibilité. Je suis allé la voir une fois que le film était monté au niveau de l'image. Et voilà, je lui ai demandé ce qu'elle en pensait et on a collaboré ensemble. Elle a été partante et ça a été une super expérience parce que voilà, cette rencontre des sensibilités a eu lieu. Elle a composé au piano, elle a enregistré avec des musiciens, des parties guitare. Il y a même le générique de fin qui est chanté par elle. Ah oui, Ouais. qu'elle chante Ouais. aussi, d'accord. Bon, voilà, donc un tour d'horizon assez complet. Alors écoutez, on ne va pas se quitter comme ça, on va se quitter en parlant de vos projets, ça serait sympa. Et je crois que vous avez évidemment un projet en cours. Ce projet en cours, vous y aviez déjà pensé alors que vous étiez dans votre précédente production, ou il est arrivé après? Non, il est arrivé bien après et puis Ouais. j'avoue que j'avais besoin de faire une petite pause quand même, hein, Ouais. parce que quand on a couru le triathlon, il faut un peu de récup. Oui. Pendant 2 ans, ouais, je me suis reposé. Ah oui, carrément Ouais. 2 ans. Ouais, ouais. Mais toujours en ayant en coin de tête de repartir un jour dans un projet. Oui. Et puis j'avais besoin de faire mûrir des idées, quoi. Donc je me suis reposé, j'ai quand même pas mal écrit de petites choses, mais quasiment tout est parti à la poubelle. Et puis je pensais à l'été 2021 où j'ai enfin eu une espèce d'étincelle. Et là j'ai griffonné quelques lignes. Je voulais à ce moment-là absolument me lancer dans un travail collaboratif sur l'écriture. Je ne voulais pas repartir tout seul et je me suis tourné à nouveau vers l'Accroche Scénariste. Et super nouvelle, il proposait à cette époque un atelier de coécriture de long métrage. D'accord. Et donc je m'y suis inscrit, j'ai pitché mon idée et 3 co-scénaristes se sont ralliés à mon projet. Et on a terminé il y a 15 jours le travail d'écriture de Confluence au bout de 2 ans de travail. Alors je vous propose un exercice, c'est avec cette caméra de pitcher votre projet. C'est l'histoire de Lucie, qui est une femme de 40 ans, qui vit à Paris, qui est infirmière, et qui, dans un coin de sa tête, a toujours eu le regret de ne pas s'être lancée dans une carrière de comédienne lorsqu'elle avait 17 ans. Et un beau jour, elle se rend sur Lyon, la ville où elle a grandi, pour simplement rendre visite à sa grand-mère, qui est malade. Et à cette descente sur Lyon, elle se retrouve plongée dans la vie de cette comédienne qu'elle aurait été si elle avait choisi cette voie 17 ans plus tôt. Et donc on va suivre les péripéties de Lucie dans cette vie qui n'est pas la sienne, et elle va être confrontée à tout un tas de difficultés pour prendre conscience que ça ne sert à rien de vivre dans le regret des vies qu'on n'a pas vécues. Voilà un exemple de pitch au passage. Oui. C'est-à-dire une manière de résumer rapidement un projet. Ce projet s'appelle Confluence. Confluence, donc entre la vie de Lucie, sa vraie vie d'aujourd'hui, et la vie qu'elle aurait pu avoir si elle avait été comédienne. Tout à fait, c'est ça. Donc il y a tout de suite une métaphore avec les 2 bras de fleuve, voilà, 2 vies différentes qui se rejoignent à la confluence. La confluence lyonnaise. Et le film se passe à Lyon, et avec mes co-scénaristes, on a réussi, c'était un de mes souhaits forts, de faire de la ville un personnage à part entière. La ville est un personnage. Ouais. J'espère que le personnage de la ville de Lyon ne va pas être aussi compliqué que l'immeuble Confluence, qui est... parce que cet immeuble est quand même d'une architecture assez alambiquée. On peut dire qu'elle est élaborée, mais enfin elle est un peu complexe, quoi. C'est une espèce de grosse machine, de grosse bête là, qui est là, à côté de l'autoroute. Votre Confluence à vous, elle est plus douce, elle est plus... Le parcours de Lucie dans la vie de son double est quand même semé d'embûches. Il y a un petit exercice mental aussi de suivi de 2 vies parallèles pour le spectateur
qui est un petit peu alambiqué à faire, puisque on est parti sur un drame fantastique. Passé l'incident déclencheur, comme on dit dans le jargon du scénariste, Oui. elle va se retrouver réellement dans la peau de cette actrice. Dans la situation. Avec des gens qui se présentent comme étant son metteur en scène, son partenaire de jeu, Oui. et qui croient qu'elle est une autre femme. Et moi, spectateur, je ne saurais pas où est la vérité, en quelque sorte. Ouais, c'est ce qu'on on invite le spectateur à découvrir. Ouais. Oui. Donc c'est un peu compliqué ça à jouer, à mettre en scène, à monter. Bah, on dit fantastique, mais ça ne veut pas forcément dire effets spéciaux et des choses comme ça. Hein. Et en même temps, il y a une référence au temps, un peu comme dans votre premier film, puisque dans C'était maintenant, déjà dans le titre, C'était maintenant, il y a une espèce d'opposition des temps. Tout à fait, oui. Le temps qui passe, c'est quelque chose qui me fait réfléchir, effectivement. Et Vous avez peur de vieillir, Jean-Christophe ? pas spécialement peur de vieillir, non, mais envie de faire certaines choses qui me tiennent à cœur tant que je suis là. Merci d'avoir accepté le principe de cet entretien. Avec plaisir. Et au plaisir de vous retrouver et de retrouver surtout votre prochain film qui s'appelle Confluence. À bientôt Jean-Christophe, salut. À bientôt, au revoir.